Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не moroz меня. Chers auditeurs de Tranche de vie, la Russie, vous le savez, est un pays immense. 17 millions de kilomètres carrés, dont 4 en Europe, 147 millions d'habitants, et c'est un pays qui est aujourd'hui divisé en 6 types de divisions administratives, 22 républiques, 9 kraïs, 46 oblasts, 3 villes fédérales, un oblast autonome et 4 okrugs autonomes. Parmi les républiques, il y en a 2 qui sont intéressantes, qui sont des républiques de l'Altaï. L'Altaï, c'est un massif montagneux qui est situé à la jonction du Kazakhstan et de la Mongolie, donc au sud de la Sibérie centrale. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Katarina, qui est originaire justement de cette région de l'Altaï, et qui va nous parler de ses souvenirs alors qu'elle est fixée en France maintenant depuis très exactement 10 ans. Katarina, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous habitiez quand vous êtes venue en France? Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Je vivais avant de venir en France en Sibérie du Sud-Ouest, juste au-dessus, au nord de la République Altaï, qui s'appelle, ma région s'appelle Altaïski Kraï, le Kraï d'Altaï. Vous viviez dans une ville ou à la campagne? Je vivais dans une assez grande ville qui était la capitale de la région. On dirait que c'est un peu comme Périgueux pour la Dordogne. Oui. C'est une ville de quelle importance? 600 et quelques milliers d'habitants. Ah oui, c'est quand même un petit peu plus gros quand même que Périgueux. Mais alors, ça s'appelle comment cette ville? Barnaoul. Ah, Barnaoul. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit en France? J'ai suivi mes parents qui ont décidé d'émigrer ici et de me demander l'asile politique. Et comme ça, j'avais un peu plus de 20 ans et c'était un peu difficile de s'intégrer ici. Alors, on va aborder ces questions par la suite, mais d'abord, je voudrais vous demander quels souvenirs vous avez de cette région qui a été la région de votre jeunesse finalement, parce que vous êtes né dans cette région de l'Altaï? Oui, je suis née à Barnaoul, j'ai vécu toute ma vie là-bas. Je n'ai pas beaucoup bougé pendant ma vie et pour moi c'est vraiment ma ville natale, ma région d'origine et les souvenirs que je porte comme ça dans mon cœur. C'est les steppes, les grandes steppes immenses avec plein de fleurs, d'herbes. Et un grand fleuve Ob, qui était juste pas très loin de notre dacha, la résidence secondaire, avec les potagers. Et aussi des forêts de pins où on skiait en hiver, c'était très très bien. Alors, vous alliez passer l'été au bord de l'Aube, qui est ce grand fleuve qui
réunit des rivières qui sont issues justement des massifs du massif de l'Altaï et qui ensuite se dirigent vers le nord tout à fait pour les jeter dans l'océan Arctique, tout à fait au nord de la Sibérie. Mais alors, vous avez des souvenirs de grandes steppes, mais l'Altaï, c'est quand même très montagneux. Est-ce que vous aviez l'occasion d'aller dans les montagnes? Mais chez nous, le kraï d'Altaï, il n'est pas montagneux du tout. Il est vraiment plat. Et la montagne, ça commence un peu vers le sud, petit à petit. Et plus on va vers le sud, plus les montagnes sont sauvages, immenses, avec des rochers, avec plein de légendes de gens qui habitent là-bas, des indigènes. Et la population aussi, elle change parce que chez nous, on est vraiment tout le monde est slave, russe, russophone. Et plus on va au sud, plus on rencontre des gens vraiment d'origine, même je pense que c'était avant la venue des Slaves dans le pays. Et je pense que ça s'appelle les Altaïens, les habitants de l'Altaï, qui se rapprochent vers les Mongoliens et Kazakhstan, et les habitants de Kazakhstan. Donc il y a des minorités importantes qui vivent dans le sud, alors du kraï Altaï, et puis aussi de la République de l'Altaï, qui est voisine. Oui, ils habitent forcément, surtout généralement en République Altaï. Ils ont leur langue, ils ont leur culture, leur religion. Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont voulu être indépendants et de se former dans une république par rapport à tout le reste de la Russie. Et parce que vraiment, là, il y a une vie locale, mais tout à l'heure, vous parliez de russophones, en disant que tout le monde était russe, bien sûr. Il y a quand même à peu près un quart de la population qui est non russe d'origine, enfin qui fait partie de ces minorités. Est-ce que ces minorités ont conservé des langues à elles? Oui, ils ont leur propre langue, vraiment, il faut vraiment l'étudier. Et, ils ont leur prénom, leur nom, un peu différent que les Russes classiques. Est-ce qu'ils ont aussi maintiennent des traditions, par exemple dans le domaine de l'habitat, dans le domaine de la religion? Oui, pour la religion, c'est plutôt des religions païennes. Il y a beaucoup de chamans, de traditions, je ne sais pas, des coutumes bizarres que j'ai pas trop vues dans ma vie parce que je les ai pas trop, touchées, croisées. Mais je sais que c'est pas du tout ni les orthodoxes, ni musulmans, ni bouddhistes. C'est autre chose. C'est vraiment quelque chose rapproché à la nature. Oui, ils ont beaucoup de croyances. Par exemple, les arbres, ils mettent plein de petits rubans pour attirer les bons esprits, je pense. Et oui, il y a des chamans, il y a beaucoup même des anecdotes de chamanisme ouais, que j'ai entendu un peu. Mais j'ai jamais trop vu parce que je sais pas, j'étais pas très proche par rapport à ça. Vous étiez une citadine, vous habitiez la ville et vous n'alliez pas trop dans la campagne et surtout vers le sud. Où il y avait ces populations. Mais est-ce que la population a recours, par exemple, aux chamans pour se guérir, par exemple, quand elle est malade, ou est-ce qu'on croit un petit peu à ça dans la population générale? Je pense que oui, vers la République Altaï, il y a des gens qui croient et ils ont recours aux chamans. Mais nous, plutôt, même au village, chez nous, on a un kraï d'Altaï, il y a plutôt des babouchkas, ils sont slaves aussi, russophones, mais ils guérissent par les petites prières, par les petites... et les plantes? Oui, les plantes, oui. Mais c'est vraiment, plutôt notre tradition. Voilà, ça c'est la médecine alternative, mais de tradition plutôt russe alors. Oui, plutôt slave, oui.
Ouais. Et les Altaïens, c'est autre chose. Ils ont des, je sais pas comment ça s'appelle, des boum, Ah oui, ils ont des tambours. tambours Oui, qui oui, des accompagnent tambours, oui. les Oui, oui, rituels. oui. Et dans le domaine de l'habitat, alors est-ce qu'il y a, à votre connaissance, puisque c'est une région que vous n'avez pas beaucoup fréquentée, la région des montagnes de l'Altaï, il y a un habitat traditionnel particulier si on considère la proximité du Kazakhstan, de la Mhm. Mongolie? Oui, j'ai visité c'était un peu touristique, c'était des yurts qui étaient vraiment typiques et très, comment dire, comment on peut dire, Des yourtes, des yourtes qui typiques, ouais. ressemblent aux yourtes mongoles? Je pense, oui, 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 oui. en couverture, en feutre, en quoi? En Euh, cuir? Cuir, je pense que c'est les cuir, du cuir. Et au milieu, il y a le feu, la place pour le feu, qui monte, la fumée monte vers le plafond et il y a un trou. Oui. Et je sais pas, oui, je me demandais toujours, je me posais toujours la question comment ils font quand il pleut. Voilà. Donc, Et oui. donc ça, c'est quand même des choses qui montrent qu'il y a une proximité certainement culturelle avec la Mongolie, par exemple, et puis peut-être avec le Kazakhstan, Ah oui, tout parce à que fait, oui. tous ces minorités vivent surtout de l'élevage. Oui, je pense, oui, 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 oui. Mais maintenant, ça commence, je pense qu'après notre départ, il y avait un développement de tourisme important, surtout en Altaï, parce que les premières petites montagnes qui sont pas encore très, très sauvages et très grandes, elles sont très jolies, on l'appelle la Suisse russe. Ah oui. Et c'est tellement joli que, il y a beaucoup de changements de paysage, il y a plein de petits lacs tout bleus ou verts. Et on a fait pas mal de randonnées comme ça avec mes parents, avec de la famille. Et je pense que maintenant, il y a plein d'étrangers. Même quand j'étais encore adolescente, il y avait déjà des étrangers qui venaient de l'Amérique, de l'Europe. Et là, je suis sûre que ça a vraiment développé. Et, c'est parti maintenant, ils gagnent plus, beaucoup plus Mhm. de tourisme aussi. Est-ce qu'il y a des populations russes, enfin de la région de l'ouest de l'Ural, c'est-à-dire ce qu'on appelle en France la Russie d'Europe, qui viennent pour les sports d'hiver, par exemple? Oui, je pense, je pense. Après, je ne peux pas dire comme ça, parce que Parce c'était que un peu vous, long. vous êtes resté alors une fille de l'Altaï, hein. Vous êtes allé dans peu d'endroits en dehors de cette région, dans Moscou, Saint-Pétersbourg ou bien le reste de la Sibérie. Vous n'avez pas beaucoup voyagé. Non, en Russie, j'ai pas beaucoup voyagé. Je sais pas, c'est parce que c'est un peu loin, toujours très loin, très loin. L'avion, ça coûte cher. Le train, c'est très, très, très long. Et quand on est parti, on a pris le train. On a passé 3 nuits dans le train. On a traversé tout l'Ural, Kazagne, où il y a beaucoup de musulmans. Moscou, on est arrivé à Moscou. On est resté juste même quelques heures là-bas à Moscou. On a visité un peu la place rouge. Et on était parti après plus, Et là, plus c'était la loin. première fois que vous alliez à Moscou. On m'a amené à Moscou La quand première j'étais et très la seule. Ah petite. oui. Oui, quand j'étais très petite. On m'a amené à Moscou, je ne sais pas, j'avais 2 ou 3 ans. Et ma mère m'a raconté que j'ai vu un garçon noir. Et j'ai eu très très peur, j'ai pleuré, je dis maman, j'ai peur. Elle m'a pris dans les bras et comme ça elle m'a consolée parce que je j'avais pas l'habitude de voir des noirs. Bien sûr. Ouais, et en Sibérie, je pense que j'en ai vu une fois dans le bus, mais ça m'a fait très bizarre parce que on a que des blancs. C'est quelque chose de Oui. très rare, oui. Oui. Même si je pense dans le sud, quand même, il doit y avoir des populations qui ont des traits qui s'assimilent un petit peu aux Asiatiques. Oui, oui, il y a beaucoup de Chinois aussi qui viennent chez nous pour faire du commerce. Et on est un peu habitué à ça, oui. Mais tout ce qui est vraiment les gens d'origine Maghreb, arabe, autres, Oui. pour nous c'est tellement exotique. Bien sûr. Même s'il y a une minorité, il y a une minorité de musulmans, hein, puisqu'il y a dans les religions, il y a qu'un petit pourcentage de musulmans. Alors, est-ce que ce sont des gens qui viennent du Xinjiang, ça? C'est des gens des Chinois ou vous ne savez pas?
musulmans. Moi, j'en ai pas même trop rencontré parce que ils sont tellement peu, il y a tellement peu de musulmans. Je pense que j'ai vu un peu de bouddhistes vers le sud, ouais. Oui, oui, oui. Avec, je me rappelle, oui, comme ça, une image tout de suite, un bouddhiste avec sa robe bordeaux. Et il y a toujours un taureau, un yak, comment ça s'appelle? Oui, Avec des alors ça, grandes c'était cornes. des Ouais, lamaïstes ouais. plutôt tibétains, alors Oui, la d'origine maïs, tibétaine. oui, 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 oui. Ah oui, très bien. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on mange dans cette région? Quelles sont les Ouais. spécialités culinaires? Ben, en hiver, quand il fait super froid, Qu'est-ce qui vous manque? et il me manque rien parce que ma maman, elle me prépare plein de... Toujours, elle me prépare plein de petits plats russes. Mais le climat, comment dire, il te pousse à manger bien calorique et surtout que ça soit chaud, calorique, que ça soit de la viande. Et on mange beaucoup, beaucoup de pommes de terre sous toutes les sauces. À toutes les sauces, oui. Et on mange des raviolis russes qui sont comme des raviolis, mais avec de la viande hachée dedans. Ah, comment Et ça s'appelle ça? pelimeni, ça Ah s'appelle. oui. Oui. Et aussi, on mange un peu les raviolis de Kazakhstan, Mongolie, bon, plutôt Mongolie, ça s'appelle manti. Et c'est un peu la même chose, mais c'est cuit à la vapeur. Ah oui. Oui, c'est très bon aussi. Mais moi, je pense que j'ai tout de suite faim. Puis est-ce qu'en dehors des pommes de terre, il y a d'autres légumes? Le Je ne chou. sais pas, le chou rouge, les betteraves. Beaucoup de betteraves, voilà, de tout ce qui est les racines qu'on peut manger, les betteraves, des carottes. Mais aussi, la traditionnelle, c'est le chou salé qu'on fait beaucoup en automne. Oui. Et on le sale. Je pense que même sans vinaigre, on peut le faire. Et avec un peu de carottes. Et comme ça, tu ouvres ta conserve en hiver, tu le manges. Et on fait plein, plein, plein de conserves aussi. C'est toujours très, très bon. Toujours en Ouais. prévision du long hiver russe très rude et dans lequel Ah on oui, est on n'a obligé rien en d'avoir des hiver. provisions. Oui. Et qu'est-ce qu'on boit? La vodka, bien sûr, bien sûr. Mais toi aussi, tu t'es mise à la vodka un petit peu ou non, à la bière ou Une fois, je voulais goûter, je voulais me saouler parce que j'étais pas bien. J'ai bu un demi-verre de vodka, ça m'a rien fait. Moi, je te dis, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Voilà. ça a été Ouais. fini. Mais j'étais jamais attirée par la vodka parce qu'en plus, on a vu tellement de misère dans les familles autour. Causé par Oh, oui, causé oui, par oui, l'abus oui, d'alcool. oui, que ça donne pas envie du tout. Oui. Katharina, tu es en France depuis 10 ans, tu travailles, tu as poursuivi tes études avec succès. Est-ce que maintenant, tu te plais à Périgueux? Ah oui, beaucoup. Ouais. Déjà, dès le début, comme j'étais avec mes parents, je ressentais pas trop de manque de la Russie, surtout qu'on l'a quitté quand même pour des raisons spécifiques. Et j'étais toujours très très bien à côté de mes parents, avec mon frère, comme dans une famille, dans la famille. Et aussi, je pense que le climat, quand même, il est beaucoup plus favorable pour moi personnellement, parce que le froid, maintenant, je ne sais pas comment pourrais le supporter. Ah, tu parles vraiment du climat au sens propre, c'est pas le Oui, climat, pas l'ambiance. oui. Déjà, oui, le climat qui est beaucoup plus agréable pour moi, que je me suis fait, parce qu'au début, c'était un peu trop humide, je n'étais pas habituée aussi. Et maintenant, ça va bien. Après, j'aime beaucoup aussi, comme je suis un peu, j'aime beaucoup le plaisir visuel des belles choses, des belles constructions, par exemple. Je veux dire des vestiges historiques, Oui, oui, des églises, des châteaux, des... oui, des villages authentiques. Que nous, à Barnaoul, on n'a pas du tout de cette histoire de la ville. C'est très récent, c'est assez gris, communiste, de l'époque communiste, et plutôt moderne. Et moi, je
j'étais tellement fascinée de voir tout ce qui est historique ici, toutes les beaux monuments, des petites maisons en pierre. Et je me lasse pas de regarder, même ça fait 10 ans que je suis là et chaque fois, je m'émerveille tous les jours ici par rapport à ça. Tu nous expliques ça dans un français qui est quasi parfait. Tu as mis combien de temps à apprendre le français? Bon, tous les Français savent que les Slaves ont des facilités extraordinaires pour apprendre les langues étrangères. Toi, tu as mis combien de temps pour parler français? Pour parler, je pense que j'ai mal démarré en apprenant le français parce que j'ai commencé un peu à lire, écrire et ne pas parler. Et on arrive ici, j'ai commencé juste peut-être 1, 2 mois de lecture juste avant d'arriver en France et après j'ai eu très très du mal à parler vraiment avec les gens. Je pouvais comprendre les cours, je pouvais les écrire même, au moins 70% comme ça de cours je pouvais l'écrire moi-même en écoutant, mais après j'arrivais pas à parler avec les filles. Tu avais du mal à te jeter à l'eau pour engager une conversation, maintenir une conversation, mais ça c'est normal, c'est toujours le plus difficile. La communication est petit à petit, alors en allant acheter ton pain, tu as commencé à parler avec les commerçants, avec tes collègues d'études, et voilà, c'est venu tout seul. Mais c'est venu peut-être 1 an plus tard que j'ai commencé à petit de parler, de tenir la conversation et vraiment que ça soit vraiment, vraiment confortable pour moi. Ça a pris quand même des années parce que j'étais beaucoup dans ma famille, on parlait beaucoup russe. D'un côté, c'est bien. Et pour moi, c'était confortable, mais après, ça m'a freiné pas mal. Ça m'a pas mal freiné. Si j'étais toute seule, toujours parmi les Français, oui, bien sûr que j'aurais progressé beaucoup plus vite. Et par contre, mon frère, je suis très contente qu'on a pu parler russe avec lui parce qu'il est arrivé à 8 ans. Là, il a 18 ans. Oui. Et il est bilingue, sauf qu'il n'arrive pas trop à écrire et lire. Il lit un peu les SMS en russe. Il s'est mis à 8 ans, c'était déjà un petit peu tard, mais donc voilà. Oui, mais oui, il comprend bien, il peut parler russe, il n'y a pas d'accent, voilà. Je suis très contente qu'il a gardé ça. Vous maintenez quand même dans votre famille l'usage de la langue russe régulièrement. Mais c'est pas gros, c'est juste, c'est naturel, parce qu'on on peut pas changer comme ça, Ouais, parce qu'on est arrivé assez tard pour changer. Les parents, c'est sans doute ceux qui ont le moins acquis de français, j'imagine. Surtout mon père, oui, mon père, ma mère, il essaie de, oui, il parle, il a un peu de, peut-être le grammaire qui est un peu difficile pour elle, mais il se débrouille très bien aussi. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, puisqu'on parle toujours de ça dans cette émission, quelles sont tes autres passions? Parce que j'imagine que tu aimes bien ton travail, mais qu'il y a quand même des choses après le travail qui sont intéressantes à faire. Et je sais que tu as beaucoup d'autres passions. Quelles sont-elles? Non, j'aime que les chiffres. Alors, d'autres passions. J'ai beaucoup aimé faire de la musculation. Pendant 3 ou 4 ans, j'en faisais pas mal. Comme Monsieur Poutine, alors? Peut-être. Peut-être c'est lui qui a pris mon exemple. Oui. Ouais. Et oui, ça aère bien la tête, ça muscle, ça fait du bien. Après, Donc tu es une sportive. oui, et avant ça aussi, je me suis initiée un peu à la photographie avec toute la beauté que je vois autour de moi, la nature et la culture. Et après, j'ai commencé à chanter parce qu'en Russie, j'ai fait une formation de 4 ans pour devenir chef de chœur. J'ai eu mon diplôme, mais je sais pas, j'ai eu une rupture de chant pendant 10 ans et j'ai recommencé l'année dernière. Le chant lyrique, tout s'est trouvé tout seul. Dès que j'ai pensé, voilà, j'ai eu plein de propositions. Tu chantes, c'est du chant lyrique en solo, mais tu fais partie d'une chorale?
Les deux, oui. Oui. Je prends les cours de chant pour bien placer ma voix et aussi je chante dans une chorale et c'est la même prof qui fait les deux. Ton idée de devenir chef de chœur, elle est toujours présente, non? Tu quelque chose que tu as abandonné? Oui, je pense que plutôt je préfère de chanter que de diriger les gens, de les rassembler, les organiser. C'est tellement un peu fatigant pour moi. Peut-être je me sens pas très organisatrice pour l'instant. Et peut-être jamais, mais en tout cas, ouais, chanter comme ça, de partager avec les gens de la musique, de belle musique classique, baroque, c'est très beau, je trouve. C'est vraiment ça fait des, des fourmis sur la peau. Est-ce que tu as d'autres passe-temps qui peuvent être des patients, Comme ou ce qu'on ça, appelle en français des violons d'Ingres, c'est-à-dire qu'on a une oui, petite passion, les une passe-temps petite passion préférés, oui. cachée, voilà. Je sais pas, oui, à part la photographie, comme ça, je pense pas la photographie, ouais, mais j'aime beaucoup le yoga, faire du yoga, ouais, mais c'est plus pour me sentir bien. Bref, tu ne Ouais. t'ennuies pas. Non, non, jamais, je manque de temps. Oui. Alors, une question peut-être un peu délicate maintenant. Est-ce que tu as la nostalgie de la Russie? Est-ce que quelquefois les grandes steppes, les grandes forêts, Les boulots. le boulot, les grandes forêts de sapins, la neige, les bords de l'Aube te manquent et tu aurais envie de les revoir, même si ça peut quelquefois être des paysages un peu monotones, mais ils appartiennent à ta jeunesse, et donc est-ce que quelquefois tu as envie de revoir tout ça? Au début, ici, ce qui me manquait vraiment, c'est la neige à Noël et surtout à Nouvel An, parce que Nouvel An, on le fête vraiment beaucoup plus que Noël. Ça m'a manqué énormément, je n'arrivais pas à voir la grisaille. Je voulais vraiment avoir des toboggans, des bonhommes de neige partout. Je suis habituée et petit à petit, bon, ça m'a passé. Et là, depuis quelque temps, quand je me promène un peu dans la campagne, je me rappelle de plus en plus les steppes qui sont fleuries, il y a des herbes partout et en plus ça sent tellement bon, il y a plein d'abeilles et on ramassait plein d'herbes avec ma maman pour notre santé, comme un peu en guise de médicaments. Et, Pour des remèdes de oui, grand-mère. oui, oui, remèdes de grand-mère, oui, c'est ça. Ouais. Et je me rappelle que moi, maintenant, ça me revient de plus en plus, tous les parfums et les aromas de ces herbes, de cette plante. Là, j'ai regardé, même, je me rappelle, il y a de la marjolaine sauvage. Il y avait d'autres, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il y a tellement, tellement de plantes. Et c'était tellement riche et comment dire, du bio, que du bio. Oui. Parce que tu as le souvenir d'une nature qui était beaucoup plus sauvage et moins domestiquée qu'elle l'est en Europe et en France en particulier. Ah oui, 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 oui. Mais si, heureusement que par rapport, par exemple, aux autres pays qui sont plus petits encore, ici, au moins, il y a plein de coins sauvages aussi. C'est vraiment, ça fait plaisir. Nous allons bientôt nous quitter. Est-ce que tu pourrais te souvenir d'une petite chanson populaire et nous la chanter comme ça, même si elle est très courte? Ça nous ferait vraiment plaisir. Par exemple, moi, je peux même traduire un peu en français. Ça s'appelle de gel. Du gel. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Et je peux la chanter même en français. Oh, le gel, ne me gèle pas, ne me gèle pas, ni mon cheval. Merci beaucoup, Katharina, bravo, et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Merci à vous, Jean-François. C'est avec plaisir.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.